Salut, bienvenue dans le 25e épisode du Renard des Surfaces, une émission entre copains où l'on parle de sport au pluriel. Toujours Olivier derrière le micro, ravi de parler avec mes invités de l'actu foot du moment. Et aujourd'hui, même si ça nous fait beaucoup de mal, on va revenir sur la crise brutale qui a marqué la fin des espoirs sportifs de l'Olympique de Marseille dans cette saison en Ligue 1. Qui de mieux pour traiter du sujet qu'un invité qui en a gros sur la patate? Hugo se joint à moi ce soir. Bonsoir Hugo. Salut. Alors Hugo, on va revenir ensemble aux sources du problème et on va reprendre les différents éléments qui ont déclenché la crise qui s'est abattue sur l'OM. Alors tout d'abord, ce qui est venu perturber, on va dire, le bon équilibre de la saison marseillaise en Ligue 1 en tout cas, c'était des résultats absolument catastrophiques en Ligue des Champions. La France entière s'est amusée du record battu de défaites consécutives en Ligue des Champions. Donc c'était au lendemain d'une défaite contre Porto, match retour, et donc cette défaite portait la série marseillaise à un nombre de 13 défaites. C'était peut-être un des premiers marqueurs en tout cas des difficultés de l'OM cette saison, du mal-être qui allait petit à petit grignoter le vestiaire. Toi, en tant que supporter purement, cette série, on l'a très très mal vécue. Alors on l'a très mal vécu, mais pour moi le problème il vient pas de là. Je pense que ça juste c'était un révélateur de du niveau de jeu de l'Olympique de Marseille et du potentiel technique sur le terrain. Mais par contre pour moi le problème il vient d'avant. C'est-à-dire qu'en fait depuis l'année dernière et même depuis les années précédentes, en fait, on était de moins en moins fort. On a profité l'année dernière d'une Ligue 1 très faible pour se passer deuxième et plus de l'impact du Covid. C'est ça, d'un contexte Covid qui nous a été favorable en définitive. Exactement. Mais par contre, sur cette année, avec une Ligue 1 qui est un petit peu plus forte, avec des locomotives qui fonctionnent bien comme Lyon, Monaco, Paris évidemment et Lille, ça fait qu'en fait on se rend vraiment compte de où est notre place, et dès qu'on a moins de réussite et qu'on n'a pas un Payet qui brille de mi-feu et un Mandanda évidemment aussi, on se rend compte des difficultés qu'on a, et aujourd'hui ce qu'on voit sur le terrain est tout simplement le reflet de notre niveau de jeu, et la Ligue des Champions n'a été qu'un révélateur et peut-être effectivement un accélérateur, parce que c'est ce qu'on note souvent, une équipe de Ligue 1 qui arrive en Ligue des Champions avec pas l'effectif suffisant et qui a des résultats qui sont l'équipe a très souvent du mal à s'en remettre derrière. Je pense il y a une année, Auxerre avait eu de grandes difficultés par rapport à ça. Même Nice aussi, ça a été compliqué, et Lille l'année dernière aussi. C'est vrai que Lille souvent les équipes c'est ça. Souvent les équipes qui se qualifient en Ligue des Champions et qui ont un effectif qui est un peu trop limité, l'année d'après c'est un peu compliqué pour eux en championnat. Alors je vais rebondir là-dessus, tu parles de l'effectif limité. Alors ce qui est vrai, ce qui était vrai au mois de novembre était vrai déjà bien avant, parce que je me rappelle que quand on va jouer cette finale d'Europa League sous Rudy Garcia il y a quelques années, on a un effectif qui est déjà extrêmement limité, et la difficulté qu'on a cette année-là, c'est de se dire on va jouer une finale de Coupe européenne, mais derrière on n'a pas la certitude encore de finir troisième et de se qualifier pour une Coupe d'Europe l'année d'après. Ça a pas loupé, on a fait la finale, on était juste physiquement, on s'est fait éclater 3-0, et on a été suffisamment juste aussi pour pas être capable de gagner notre dernier match de championnat et de se faire rappeler la 3e place par Lyon. Donc la justesse de l'effectif, alors je vais pas dire que c'est une excuse, mais c'est un argument qui revient systématiquement et depuis de nombreuses années. Oui, on n'a pas une profondeur de banc suffisante, c'est vrai, mais moi je l'ai pris comme une claque quand même, cette fessée en Ligue des Champions, parce que même si on est d'accord qu'on n'était pas la meilleure équipe du groupe sur le papier, on était loin d'être capable de prétendre à une 2e place, c'est sûr, mais je pense que pour beaucoup de Marseillais qui attendaient beaucoup de surtours en Ligue des Champions, le fait de comprendre qu'on n'était pas capable de battre l'Olympiakos sur 2 rencontres notamment, et de prendre les fessées qu'on a pris, je pense que comme tu dis, ça a été un révélateur vraiment brutal de l'état du niveau de jeu, en tout cas de la capacité de l'OM à produire du jeu en compétition, et ça nous a fait très très mal. C'est ça. Alors déjà, pour revenir sur l'histoire de l'Europa League, il faut pas oublier que cette année-là, on avait notamment Gustavo qui marchait sur l'eau, parce que finalement l'effectif n'est pas complètement différent, mais on avait vraiment Gustavo qui marche sur l'eau, et on avait également finalement même Adil Rami derrière qui tenait la baraque de manière très très importante, et ces joueurs-là notamment c'est des tauliers aussi. C'est des joueurs qui avaient plus de 30 ans, qui avaient de l'expérience et qui étaient capables aussi de porter le vestiaire vers le haut et de le guider. Aujourd'hui, il faut noter que nos tauliers, c'est en Payet, que Payet, a priori, dans le vestiaire, quand on a été capitaine de l'OM et que là, on est
on est l'un des leaders à la fois sur le plan mental, à la fois sur le plan technique. Il faut qu'on soit irréprochable dans le vestiaire pour porter l'équipe vers le haut et pour montrer l'exemple également. Pour revenir sur cette saison, effectivement, ça a été une déception, mais on s'y attendait finalement. Enfin, on était peu à penser que l'Olympique de Marseille allait pouvoir s'en sortir, avoir des bons résultats en Ligue des Champions. On avait quand même un petit espoir parce que quand on a eu le tirage au sort, l'Olympiakos, c'est loin d'être le Brésil. C'est pas une mauvaise équipe, mais c'est loin d'être le Brésil. Et Porto, pareil, c'est une bonne équipe de Ligue des Champions. C'était pas le Real de Madrid, quoi. Ça aurait pu être pire. Exactement. Et puis si on reprend notre dernière série de Ligue des Champions, c'est-à-dire entre 2005 et 2010, enfin plutôt entre 2007 et 2012, pour être plus précis, pendant ces années-là, chaque fois qu'on jouait contre des équipes comme ça, on joue que des tauliers. Exact. Je me rappelle d'un groupe. Exactement. Et puis on avait je me rappelle. Vas-y, tu vas continuer. Vas-y. Et puis après, je te parlerai du groupe dont je me souviens. Vas-y. On avait la possibilité. Ces années-là, on avait vraiment la possibilité d'aller chercher des bons résultats. On n'était jamais ridicule. Je me rappelle d'un match face à Manchester United. C'était l'année de la première des chances, si je dis pas de bêtises. Donc c'est l'année où on va chercher le titre. C'était quand même un grand Manchester. Et on est loin d'être ridicule et on perd 1-0 chez eux et on touche un poteau. Ouais, je rappelle. Moi, je me rappelle vraiment aussi. Autre chose, quoi. Non, mais je suis d'accord. Moi, je me rappelle il me semble qu'on se prend un groupe avec Arsenal, Dortmund, le Napoli, ou alors on prend régulièrement aussi le Real de Madrid en phase de poule. Donc très clairement, on en a eu des épouvantails dans les groupes en Ligue des Champions. Donc quelque part, c'est vrai que je comprends ce que tu veux dire. Un groupe Porto, Olympiakos, et je me rappelle plus du dernier déjà. J'ai déjà occulté. C'était qui le dernier? City, bien sûr. Voilà. Donc on a eu quand même le gros épouvantail, mais on aurait pu avoir pire. En tout cas, on avait cette perspective là. Donc c'est vrai que la Ligue des Champions, ça fait mal. C'était un point de rupture connu. Il y a eu d'autres points de rupture, mais là tu vas me donner ton avis là aussi. C'est que aujourd'hui la rupture est consommée avec la direction, mais c'est venu petit à petit. Jacques-Henri Hérault, ça fait des mois que les supporters marseillais l'ont dans le viseur, mais avec certaines déclarations dont il aurait clairement pu se passer, il s'est mis les plus véhéments à dos, notamment au début du mois de décembre, quand il déplore le trop grand nombre de Marseillais au club. Alors c'était maladroit, certainement, mais ça a beaucoup fait parler à Marseille. Jacques-Henri Hérault, je pense que il a tenu 8 mois. C'est ça, c'est 8 mois avec un crédit cohérent dans le club. C'est-à-dire du mois d'octobre où il est arrivé, ça devait être 2016 ou quelque chose comme ça. Du mois d'octobre où il est arrivé au mois de juillet-août. Au mois de juillet-août, quand il a fait ses déclarations, où il a dit aux supporters, vous devriez prendre une tisane. C'est ça. Moi, dès qu'il a mis la tisane, il m'a perdu, moi. Avec le coup de la tisane, c'est complètement hallucinant de sortir ça en conférence de presse. Même si tu veux faire de la vanne, tu veux faire des blagues, on est à Marseille, on fait pas de blagues là-dessus. Tu te fous pas de la gueule des gens. Exactement. Donc ça a commencé comme ça, et puis finalement, ça a été que des petites déclarations qui, au fur et à mesure, n'ont pas permis de porter que les supporters de l'OM portent JHE dans leur cœur. Et on va plus loin, je pense que même si aujourd'hui on avait des bons résultats sur le terrain, je pense que ça ne changerait absolument rien au climat extra-sportif. Donc aujourd'hui, les supporters sont très exigeants tant de l'image du club sur le terrain qu'en dehors du terrain. Et sur le terrain, n'en parlons pas, c'est une cata. Ouais. On n'est pas fiers de ce qu'on fait. Et on est sur l'extérieur du terrain. Aujourd'hui, Jacques-Henri Hérault, il est complètement à contre-courant. Toutes ces déclarations sont à contre-courant de ce qu'il faut faire. Et savoir que cette personne a un jour géré la communication de grande entreprise, c'est assez perturbant. Ce qui est dur, c'est de se dire que quand même aucune de ces déclarations n'a tendu dans une autre direction que augmenter les tensions. Jamais de l'apaisement, jamais justement de petites phrases pour dire un petit mea culpa ou simplement reconnaître s'être emballé sur certaines déclarations. Non, il a jamais rétropédalé. Il a jamais considéré qu'à Marseille on pouvait prendre les choses à cœur. C'est bizarre, il est mal tombé parce que justement s'il y a bien un endroit où tu peux pas prendre la vie des gens à la légère et en tout cas t'amuser avec le centre de leur intérêt, c'est-à-dire l'OM, parce que c'est un élément qui est quand même un facteur liant pour toutes les franges de la société marseillaise. Ben malheureusement il s'est amusé avec ça et clairement il aurait pas dû. Alors il y a aussi
une animosité aussi qui naît et qui est aussi exacerbée par certains médias marseillais. Il y a notamment très régulièrement la Provence, fin novembre, début décembre, qui sort des papiers sur Villas-Boas, en parlant de son incapacité à avoir réussi au Zénith, à Saint-Pétersbourg sur sa précédente mandature. Je sais qu'à un moment donné, il y a presque une altercation où Villas-Boas vient presque aux mains après, je crois, un match contre Rennes à Rennes. Il vient presque aux mains sur le parking du stade avec un journaliste de la Provence. Et ça, très clairement, ça participe pas non plus à l'apaisement. Alors là, c'est le rapport groupe versus la presse. Mais très clairement, si t'es coach et que tu veux aller taper un journaliste, c'est qu'il y a un problème au niveau du mental, quoi. Il y a quelque chose qui va pas. C'est ça. Après, je pense pas que ça soit cet élément-là qui a posé un problème. Par contre, effectivement, ça traduit d'un climat d'instabilité et d'intranquillité dans le club qui finalement a mené à la fin des supporters avant le match retour face à Rennes, qui du coup n'a pas eu lieu. Et je pense que par rapport à cet événement, on peut pas dire que Jacques-Henri Hérault est responsable de ce qui s'est passé, mais en tout cas, il a su souffler sur les flammes pour faire en sorte que ça se passe quand même. Ah, Et malheureusement, même après, il a pas tenté d'apaiser les tensions avec cette histoire d'Agora et de ses déclarations autour d'un OM plein de magouilles des années précédentes. C'est quand même très compliqué je pense qu'on a atteint un point de non-retour et tant qu'il quittera pas le club, ça sera compliqué pour les supporters. Alors c'est vrai que donc, continue, je t'en prie. et je pense que voilà, le climat global est aujourd'hui au fait que c'est soit entre guillemets les supporters qui viendront, soit Jacques-Henri Hérault, mais il faudrait que Franck Mancourt prenne une décision parce que ça peut pas rester en état sur le long terme. Ça va même pas être une question de perte de passion finalement, parce que je pense que les supporters marseillais ne perdront pas leur passion. Par contre, s'il décide de boycotter Jacques-Henri Hérault, le climat autour du club risque d'être quand même très très compliqué. Ah, tu parles des supporters très justement parce qu'il y a quelques jours, là, on est au soir du 22 février. La semaine dernière, les supporters, en tout cas les groupes de supporters, les principaux groupes les plus emblématiques, ont convoqué une conférence de presse sur le Vieux-Port où ils ont publiquement parlé donc devant la presse. Et ils ont indiqué voilà être prêts à se mettre en retrait de simplement de tout rapport avec l'Olympique de Marseille, de complètement se dissocier en fait du projet de Jacques-Henri Hérault dans la mesure où il y a une rupture qui est consommée. Ils en appellent au départ de la direction, ils en appellent à la démission de Jacques-Henri Hérault. Ils n'ont absolument pas envie de discuter, pas envie de dialoguer. Et tu parlais tout à l'heure, tu parlais de l'exigence des supporters sur l'exemplarité des joueurs sur le terrain dans leur performance et à l'extérieur. Elle est d'autant plus forte et exacerbée, cette exigence, que les supporters n'ont plus accès à la tribune. Ils ne sont que supporters de salon, ils ne sont plus dans leur arène, ils n'acclament plus leur héros, ils sont renvoyés dehors. Donc ils sont, je pense, encore plus tendus parce que ça fait presque un an maintenant qu'ils n'ont plus accès au sein des saints, c'est-à-dire les tribunes du Vélodrome. Donc ça s'est vraiment enfermé, en tout cas la situation s'est vraiment aggravée sur un gros manque de communication, une mauvaise communication avec les supporters, notamment de la part de la direction de l'OM et de Jacques-Henri Hérault sur ces petites phrases. Donc il y a eu un problème avec la presse aussi. Et moi, si tu veux bien qu'on parle, on a parlé des supporters, on a parlé de la direction, on a parlé du coach et de la presse aussi, mais il y a aussi une rupture avec certains joueurs parce que au tout début du mois de janvier, Villas-Boas met Payet sur le banc. Il est encore coach de l'OM à ce moment-là et Payet fait une entrée remarquée contre Montpellier parce qu'il arrive à renverser le match, à inscrire un très joli but. Le problème, c'est que sa célébration, c'est de mettre la main à côté des oreilles et de dire il est fou, t'es fou en fait, toi t'es fou, et de célébrer comme ça a échappé à personne et clairement ça s'adressait à Villas-Boas qui l'avait mis sur le banc. Et ça dénote aussi d'une mauvaise entente à ce moment-là aussi au sein même du vestiaire. C'est ça, et puis c'est vraiment un geste qui est déplacé le moment venu parce que c'est vraiment l'OM est en difficulté. Depuis le début de l'année 2021, ça a été très très compliqué. Parce que finalement, quand on finit 2020, on finit pas si mal que ça. On produit un jeu qui est déplorable, mais on croit encore au fait qu'on puisse faire des choses au classement. Après, on a été complètement largué. Mais en tout cas, à ce moment-là, faire ce geste-là, par rapport à l'entraîneur, c'est déplacé parce qu'en plus, Villas-Boas, sans être une personne adorée des supporters marseillais, c'est pas non plus
c'est pas non plus un renégat à l'époque. Bien sûr. Et deuxièmement, il s'est mal placé parce que Payet depuis le début de la saison, c'est en dents de scie de manière très très fort. C'est-à-dire que c'est loin d'être une réussite. Il est irrégulier au possible. Il brille pas par son exemplarité. Et du coup, qui veut faire ça alors que sa saison est très très moyenne, alors que c'est un salaire qui est quand même important pour le club, c'était assez scandaleux. Alors justement, quelques jours plus tard, pour, on va dire, peut-être se venger, André Villas-Boas lui fait un chien de ma chienne, c'est-à-dire qu'il met au jour le clivage Payet-Thauvin dans le vestiaire. En conférence de presse, ils balancent une bombe, ils partiront pas en vacances ensemble. Ça, on le savait déjà qu'il y avait eu dans le passé sous Bielsa des frictions entre Thauvin et Payet. On pensait tout ça un petit peu résorbé, un petit peu calmé. Il n'en est rien et c'est le coach qui, en face des journalistes, fait cette déclaration qui fait l'effet d'une bombe. Les deux tauliers du vestiaire, les deux meneurs de l'attaque, les deux maîtres à jouer de l'OM ne peuvent pas se blairer. Ça, c'est clairement, par contre, une erreur de communication de la part du Villas-Boas à l'époque. C'est-à-dire que pour moi, quand on est un coach, la principale chose qu'on doit penser à faire, c'est garder l'union au moins apparente de ses joueurs et protéger son vestiaire. Protéger son vestiaire, ça veut dire éviter que ce genre d'histoire sorte dans la presse, et que si par hasard ça sort, être capable de les minimiser et de pas souffler sur les flammes. On sait très bien que Florent Thauvin et Dimitri Payet, c'est pas les meilleurs amis du monde. Ils ont le droit d'ailleurs parce qu'en soi, ils sont pas payés pour s'entendre, ils sont payés aussi pour jouer au foot. Par contre, sortir ça dans la presse, pour moi, c'est les déstabiliser. C'est déstabiliser au global tout un vestiaire. Ouais, et mine de rien, ça aide personne, ni lui, ni Villas-Boas, ni Payet, ni Thauvin, ni le reste du vestiaire à s'exprimer, de faire ce genre de déclaration-là. Non, ça jette le discrédit. Et ça a également, à mon avis, provoqué. Alors c'est une nouvelle fois, c'est une huile, c'est une goutte d'eau qui a fait déborder le vase, mais on va appeler ça l'insurrection de la commanderie, a également été provoquée par la dispute Payet-Thauvin, puisque finalement il y avait quand même pas mal de banderoles ce jour-là à Marseille qui était dans le rejet de Payet et de Thauvin. Elle intervient quelques jours après, en effet, et comme tu dis, la goutte d'eau qui fait déborder le vase, parce que certes, Villas-Boas a balancé de l'huile sur le feu le 22 janvier avec cette déclaration, mais la goutte d'eau qui fait déborder le vase, c'est lui-même qui la verse aussi. On peut aussi reconnaître chez Villas-Boas, la capacité qu'il a eu à prendre ce groupe en main, peut-être aussi alors moi je l'estimais pas particulièrement, je savais pas spécialement ce qu'il valait, mais quand l'été dernier, Andoni Zubizarreta saute, qu'il est sérieusement censé partir parce qu'il avait mis le maintien de l'Espagnol dans le staff de l'OM comme une condition sine qua non de son maintien à lui, au poste d'entraîneur. Et à ce moment-là, les joueurs font acte, en tout cas, ils font un acte fort. Ils réclament le maintien du coach. Ils lui demandent de rester alors que tout semblait perdu. Donc c'est un mec qui a quand même réussi à se mettre le groupe dans la poche à un moment donné. Et le 29 janvier, un jour simplement avant le match contre Rennes, tu l'as dit très justement, et avant l'insurrection de la commanderie, il indique tout simplement qu'il va partir en juin. Il le dit, il répond à la question d'un journaliste, votre futur est acté, partez-vous en juin? Ben oui, je pense. Je pense partir en juin. Donc du coup, très clairement, tu rajoutes à ça la sortie sur Thauvin Payet quelques jours plus tôt, le coach qui part, les déclarations d'héros, on a soufflé sur les braises, maintenant il balance un gros seau d'essence dessus, et là ça explose et ça mène au débordement qu'on a connu ensuite. Moi, ce que j'ai trouvé très étonnant, c'est finalement que Villas-Boas, l'année précédente, il n'a pas forcément été vanté particulièrement pour ses capacités tactiques. Mmh. Alors même s'il a fait des bons coups, je me rappelle de 2 ou 3 matchs où il est capable d'inverser le cours du jeu après 3 mi-temps assez moyennes de l'OM, en faisant des petites modifications de composition, on va rentrer un ou deux joueurs. Je pense notamment au match OM Bordeaux où on est mené 1-0 à la pause et qu'on est en difficulté. Donc voilà. Par contre, il avait été vraiment loué pour son management. C'est-à-dire que on avait vraiment cette image d'un groupe soudé derrière son entraîneur, d'un groupe qui le respectait, et notamment cette fameuse histoire de l'été dernier où tout le club tous les joueurs demandent à Villas-Boas de rester. C'est ça. Ça rentrait un petit peu dans la belle histoire de Villas-Boas à l'OM finalement. À tel point qu'on pensait même que si ça se passait correctement cette année, il allait continuer. Bien sûr. Et d'ailleurs, il parlait à un moment d'une prolongation avant même que justement les choses s'enchaînent. Je te rappelle qu'il était, on lui avait posé cette question et il était là, ouais, peut-être qu'on peut prolonger. Ça s'est pas du tout passé comme ça en définitive, bien sûr. Exactement.
Et donc finalement, il a un peu exposé en plein vol à l'image de son effectif. Je pense que lui, comme son effectif était en sur-régime, clairement, on en a parlé un petit peu au début d'autres points, lui, comme son effectif était en sur-régime, et ça se ressent sur l'OM aujourd'hui, qui est finalement une équipe moyenne de Ligue 1. Ah, mais je suis obligé d'amender dans ton sens. Alors, l'OM aujourd'hui, on l'a dit en préambule, hein, on est obligé de considérer que la saison sportive est foutue, qu'aujourd'hui il y a rien à attendre de l'OM en termes de performance sur un classement final. On peut peut-être faire un coup d'éclat à droite ou à gauche contre un gros sur une réaction d'orgueil, mais en tout cas, je nous le souhaite. Mais aujourd'hui, voilà, on n'est pas en mesure d'espérer, d'exiger quoi que ce soit de cette équipe. Elle ne fait que nous décevoir pour l'instant. Alors au classement, on est 7e, 38 points, vraiment beaucoup trop loin de Lille qui a 20 points de plus que nous, et premier de Ligue 1 aujourd'hui à 58 points. Et voilà, même on n'est pas si loin d'un podium. Je vais pas dire au-delà d'un podium, d'une 4e place. On pourrait aller chercher une 4e ou une 3e place. Mais aujourd'hui, est-ce qu'on a vraiment envie de parler de ça? Est-ce qu'on veut pas juste l'apaisement dans notre club, retrouver un petit peu de stabilité? Alors la stabilité, on l'aura peut-être pas tout de suite, mais on a appris là très récemment, toute fin de semaine hier, que alors Sampaoli, je vais pas me risquer à balancer son prénom, je parle pas espagnol. Voilà, c'est ça. Tous les amis qui auront apprécié Moise Kean me feront pas de réflexion cette fois-ci. Mais en tout cas, Sampaoli va bien signer à l'OM. Donc on va avoir un coach avec du caractère, avec de la trempe, hein, comme on a pu en avoir avec Villas-Boas, comme on a pu en avoir avec d'autres encore, pour pas les citer. Mais je sais pas jusqu'à quand va durer l'intérim de Nasser Larguette, si on va récupérer Sampaoli à l'intersaison, enfin pas l'intersaison, mais avant la fin de notre saison la régulière. Je sais pas, Hugo, t'as peut-être une info? J'ai pas d'infos. A priori, on devrait le récupérer assez rapidement, c'est-à-dire, je pense, maximum début mars, voire dès la fin de semaine. Donc ça va aller assez vite par rapport à ça. Sur Sampaoli, je suis un petit peu mitigé. À la fois, c'est un coach qui m'a fait rêver quand il entraîne le Chili à la coupe lors de. Il gagne une Copa América. Hein. Il gagne une Copa América aussi avec le Chili. Il gagne une Copa América, et puis moi, j'avais vraiment été impressionné par le niveau tactique et physique du Chili de cette époque-là. Donc voilà. Par contre, j'étais beaucoup moins emballé par forcément ses prestations avec l'Argentine. Et encore, je pense que l'Argentine est une équipe qui était très compliquée à manager et à gérer à l'époque. Beaucoup d'égo, notamment, une équipe beaucoup moins forte sur le papier que ce qu'on pensait. Bien sûr. Donc ça l'aidait pas. Et j'ai été aussi beaucoup moins emballé parce qu'il a fait assez Séville. Alors c'était assez moyen, c'était pas une catastrophe, mais c'était assez moyen. Donc tout ça fait qu'aujourd'hui, je suis pas convaincu. La question que je me pose, c'est est-ce qu'on a vraiment pris Sampaoli pour un projet sportif? À ce moment-là, pourquoi pas? Parce que Sampaoli, c'est quelqu'un qui a une vraie idée du jeu, donc c'est surtout très intéressant de mettre une équipe au-delà qu'un coach arrive avec des idées très précises sur ce qu'il veut mettre en place comme jeu, surtout quand c'est un jeu comme ça. Ou est-ce qu'on a pris Sampaoli pour donner, pour reprendre l'expression de Hérault, une tisane aux supporters? Ouais. Parce que ils ont le souvenir nostalgique de Bielsa et que Sampaoli est l'héritier il est présenté comme Bielsa. un disciple, c'est ça, il est présenté comme un disciple de sa doctrine. Il y a des petites anecdotes qui te disent qu'il se cachait dans un buisson pour observer les entraînements de Bielsa quand il était son rival ailleurs. Donc oui, il y a ce risque-là. Est-ce que Sampaoli c'est un écran de fumée? Alors ce qu'on a su aussi, a priori c'est sorti là aussi, c'est une source validée, je crois que RMC ou l'équipe l'a relayé, c'est que Sampaoli n'aurait pas été la cible numéro 1 de l'OM et que Mauricio Sarri aurait refusé une offre plus tôt dans la semaine et que ça a emmené la direction de l'OM vers Sampaoli. Donc l'OM était sans doute déjà décidé à signer un nom pour rester. Voilà. Après, un nom c'est bien, mais il faut les jouer avec. Hein. Ah ouais. Il faut les jouer avec, et pour moi aujourd'hui cet effectif, même s'il y a des joueurs qui sont appréciés et appréciables, il y en a pour moi, il faut repartir de zéro. Hein. Il faut renouveler 75% de l'équipe type. Hein. Ouais, bah le problème c'est que renouveler, bah tu as signé Payet jusqu'en 2025, je crois, avec un. Ah mais ça c'est un vrai souci de. Un gros salaire. C'est une nouvelle fois une erreur de management exceptionnel, Payet. Hein. Payet, dès qu'il a été dans le confort, il a toujours été très moyen à l'OM.
moi je dirais même Payet et l'absence de signature de re-signature de Thauvin. Alors c'est délicat, on re-signe pas un blessé, mais je veux dire Thauvin, on va oublier tout ce qu'il a fait pour le club, les maillots qu'il a mouillés. Je veux dire, l'année dernière, on fait une saison sans lui, miraculeusement, avec une pandémie, on arrive à finir deuxième. Mais on a oublié, on n'a pas la reconnaissance du ventre à l'OM quand même. Hein. Alors on a donné un gros contrat à Payet, mais Thauvin, que dalle, rien. Je suis pas forcément de cet avis, mais dis-moi. Complètement d'accord avec toi. Dis-moi. Je suis pas complètement d'accord avec toi. Thauvin a fait des super saisons à l'OM. Notamment l'année finalement où on finit en finale d'Europa League. Il fait vraiment une superbe saison. Bien sûr. Beaucoup de buts, beaucoup de passes décisives. C'était très intéressant et surtout il avait une influence dans le jeu qui était importante. Par contre, à partir de l'arrivée de Balotelli. Oui. Donc c'est la deuxième partie de saison de la dernière année de Garcia. C'est ça. Thauvin se blesse et en fait on l'a pas vu pendant 1 an et demi. Mine de rien, ce qu'on sait pas, c'est finalement l'OM. En tout cas, on sait que l'OM lui a proposé un contrat. Hein, ouais. Et qui était pas exceptionnel, mais qui était, je crois, du même niveau que le précédent. Ah oui. Donc c'était loin d'être ridicule. Bon tu as une meilleure information que moi, tant mieux. Alors j'avais pas cette donnée-là. Donc voilà. Donc proposer à un joueur qui a été absent pendant 1 an et demi. Et quand il revient, il fait des performances qui sont, certes, il marque des buts, mais il fait des performances qui sont quand même très moyennes. On l'a très peu vu influent dans le jeu de l'OM cette saison. Il a été beaucoup moins, c'est vrai. Et donc, lui proposer le même salaire qui est quand même un salaire plus important de l'effectif, je sais pas si c'est loin d'être ridicule. Non, je trouve que ton argumentaire est pas mal, mais c'est vrai que moi j'étais resté. Alors moi je suis très indulgent avec Thauvin parce que c'est un joueur que j'aime beaucoup voir jouer et j'avais vraiment peur que la saison dernière on souffre vraiment de son absence quand il se blesse en pré-saison. Ensuite, je suis peut-être aussi influencé parce qu'il avait fait un papier dans l'équipe il y a quelques mois de ça, justement, pas en faisant le Calimero, mais en revenant sur cette étape un petit peu compliquée où il était blessé, où il voyait les copains jouer, mais il pouvait pas, il voulait re-signer, mais on lui proposait pas de signature, on lui proposait pas, on disait on renouvelle pas un blessé, lui disait Longoria, on re-signe pas un blessé. Donc l'OM, sur le plan managérial, bien sûr, a bien joué le coup en se disant on va attendre qu'il se remette et puis on va attendre de voir ce que ça vaut. Et si tu me dis qu'ils lui ont fait une proposition à la hauteur de ses précédents émoluments, tant mieux pour lui et il est bête d'avoir refusé ça. Mais moi, le sentiment que j'ai, c'est que ça vient aussi se rajouter au bilan managérial de la direction de dire voilà, on a re-signé Payet pour un pont d'or et derrière, Thauvin, on va le laisser partir gratuit. Il va rien rapporter au club. Attention que j'excuse pas la stratégie managériale de la direction. Hein. J'ai pas dit ça. C'est depuis le début. Si on reprend l'historique, c'est une catastrophe depuis le début. Et 200 millions d'euros aujourd'hui, le chèque qu'avait prévu Franck McCourt pour l'OM pour l'investissement de club, c'est l'OM est phénoménal dans le football aujourd'hui parce que ça représente même pas un Neymar. Mais par contre, ça reste quand même extrêmement important par rapport à 95% des clubs de Ligue 1. Bien sûr, c'était un gros budget annoncé. Ouais. Avec 90% parce qu'on peut mettre Lyon aussi dans une autre planète. Par contre, et c'est-à-dire que ces 200 millions d'euros, ils ont été dilapidés. Et c'est pour ça que pour moi, si par hasard Jacques-Henri Hérault est encore à la tête de ce club, c'est parce que Franck McCourt se fout complet de l'aspect sportif. Et qu'il est focalisé. 200 millions d'euros, c'était pour faire comme pour reprendre une expression de notre président, c'est la poudre de parapinpin. Ouais. C'était pour amuser la galerie et pour occuper les supporters. Bien sûr, pour ne pas qu'il n'y aura pas l'autre partie. Parce qu'en fait, clairement, McCourt aujourd'hui, il s'en fout complet de ce qui se passe dans le club. Il est pas au stade, il est jamais à Marseille. Et Hérault, il est pas là pour ça non plus. Il est jamais à Marseille. Hérault, il est pas là pour ça non plus. Non, mais c'est. Oui, il est jamais à Marseille. Et puis surtout, si on juge la politique sportive des Hérault depuis qu'il est arrivé, c'est une catastrophe. C'est une catastrophe complète. On pourra toujours me dire que c'est Garcia qui a fait les décisions à un moment donné, que c'est lui qui a fait le choix de Strootman, de Rami, de Payet, par exemple, peut-être que c'est lui qui a fait les choix, mais au-dessus de Garcia, il y avait un patron, c'était Jacques-Henri Hérault. À lui de Jacques-Henri Hérault, aujourd'hui, les choix qu'il a fait à l'époque, ils sont catastrophiques. Investir 200 millions d'euros en se disant on va recruter uniquement des joueurs qui ont plus de 30 ans, avec des gros salaires, en pensant que c'est ça la stratégie qui va nous faire gagner des titres à long terme, c'est une catastrophe. Radicalement à l'inverse d'ailleurs des stratégies. Avec 2 points de budget à l'époque,
a fait 2 fois mieux que C'est nous. ça, j'allais te dire radicalement à l'inverse de ce qu'ont fait Lille et Monaco, avec la stratégie dite du trading où tu investis sur des joueurs très jeunes avec une faible valeur marchande et tu les fais monter en compétences rapidement. En tout cas, tu les fais éclater et tu arrives à les vendre et à réaliser une grosse plus-value. Je suis d'accord qu'ils n'ont pas du tout choisi cette même stratégie. Aujourd'hui, clairement, ils s'en mordent les doigts. Ou alors peut-être qu'ils en ont vraiment rien à foutre et qu'ils sont juste focalisés sur la valeur marchande de l'Olympique de Marseille, pas l'institution, mais potentiellement donc comment te dire, le club avec les retombées qu'il peut générer. D'ailleurs même on en a pas parlé, mais il y a eu une intervention assez grotesque à mon sens du maire de Marseille, du maire non élu, on va le préciser d'ailleurs, du maire de Marseille sur le stade, en disant le stade me coûte trop d'argent. Alors depuis quand je veux bien que le stade soit la propriété de la mairie, mais le maire par conséquent est pas le responsable du stade, hein, il est pas propriétaire du stade, il appartient aux Marseillais, il appartient à la municipalité dans un premier temps, et ensuite j'ai trouvé ça, mais je sais pas à toi, hein, je te pose la question, mais j'ai trouvé ça extrêmement malvenu dans le contexte. Ça aussi, ça participe à souffler sur les braises, à attiser la colère des supporters. On n'a pas besoin, l'OM ne va pas bien, on n'a pas besoin de nous expliquer qu'on va vendre le stade au plus offrant et au premier qui viendra. Ça veut dire que demain, il y a quelqu'un... Le maire, il fait de la politique. Hein. C'est exactement ça. Donc, du coup... Parce que le lendemain, il a aussi dit qu'ils ne vendraient pas le stade à n'importe qui. Oui, ils ont rétro-pédalé, mais c'est un effet d'annonce qui a juste eu... Voilà, il a gagné son coup, il a fait parler de lui. Super, bon. Mais derrière, franchement, quel intérêt pour l'OM? Voilà, on n'est pas bien. Moi, je pense que dans la stratégie immobilière de Franck McCourt, la stratégie d'expansion de Franck McCourt, il y a de très fortes chances qu'ils veuillent acheter le stade. Oui, pour vendre un package, Exactement. Et il faut noter qu'à l'époque, quand il avait les Yankees de New York, les Yankees de New York sur sa responsabilité n'ont pas fait des grands résultats sportifs. C'était pas les Dodgers de Los Angeles? Je crois pas. Il faudra vérifier. Mais en tout cas, quand il avait une équipe de baseball américaine, ouais. Quand il avait une équipe américaine, la certitude, oui, je dois confondre. T'as raison. Il faut vérifier. T'inquiète. Quand il avait son équipe, en tout cas, la certitude, c'est qu'à l'époque, ce qu'il a fait, c'est qu'il avait acheté, il avait multiplié par 5 entre le prix de l'achat, le prix de vente. Et c'était clairement son projet, notamment en rénovant le stade, en faisant quelque chose de beaucoup plus moderne, en modernisant la structure du club, enfin en tout cas en faisant de son club, de sa franchise plutôt aux États-Unis pour parler avec les bons termes, ouais, c'est ça. En faisant de sa franchise quelque chose un actif beaucoup plus puissant. Et clairement, je sais pas ce qu'il veut faire avec l'OM parce que je sais pas quand est-ce que son projet marseillais va se terminer. Est-ce que c'est à court terme ou à long terme? Il y a souvent des rumeurs, mais qui n'ont jamais été confirmées de volonté de rachat. Mais en tout cas, aujourd'hui, je pense qu'il y a vraiment un projet de valoriser au maximum le club pour le vendre à terme. Alors, pas forcément dans 6 mois, mais dans quelques années. Et être propriétaire d'un stade aujourd'hui, c'est quand même extrêmement important pour le projet. Mais au-delà de la vente potentielle du club et qui est attendue en définitive, est-ce qu'on a quand même, pour essayer non pas de trouver de la satisfaction à ce moment précis, mais trouver des petites raisons d'espérer un regain de réussite au niveau sportif ou alors des petites satisfactions. Est-ce que t'as peut-être un joueur dont tu veux me parler ou quelque chose de positif auquel se raccrocher? J'ai une réflexion globale. Moi, je pense que vraiment au niveau de la vente du club, je suis pas sûr que ce soit la solution. Pourquoi? Parce qu'en fait, aujourd'hui, si on est vendu, ça sera soit pour un autre propriétaire qui va faire du trading, donc on retombera dans le même système, le cercle vicieux. Soit on tombera sur un prince saoudien qui va concurrencer le Qatar. Le problème, c'est qu'aujourd'hui, ce qui se passe au PSG, c'est un petit peu tout ce qu'on rejette, et donc je pense pas que ça soit en adéquation avec les valeurs et la ferveur marseillaise. Mmh. Et donc je suis pas forcément pour ça. Moi, j'ai plus envie d'un projet hybride. Moi, ce qui me fait rêver comme projet aujourd'hui, par exemple, c'est l'Atalanta de Bergame. Pourquoi? Parce que c'est une équipe qui finalement depuis quelques années, moins important que l'homme aujourd'hui, et qui depuis quelques années fait des super résultats. Propose un jeu qui est attrayant, qui donne envie, et qui se qualifierait en Ligue des Champions dans un championnat qui est bien plus difficile que la Ligue 1. Comment est-ce qu'ils font? Ils ont mis en place un projet de jeu porté vers l'avant, porté vers une grosse intensité. Ils ont recruté des joueurs de façon intelligente en faisant du sourcing pertinent.
Et si l'OM est capable d'aller vers une stratégie comme ça, c'est-à-dire se dire, ok, on va recruter des joueurs qui sont pas forcément encore très forts, mais qui sont de devenir, mais qui rentrent dans une philosophie de jeu bien spécifique, parce qu'on va tourner tout notre projet autour de ça, que ce soit les jeunes de formation ou l'équipe première autour du même projet de jeu, avec un recrutement qui sera fait autour de ce projet de jeu-là, et que ça peut avoir du sens. Et rendre les Marseillais fiers de leur équipe, c'est l'apport du jeu, parce qu'on va pas se mentir, depuis le titre de Deschamps, l'année où on a été le plus fiers de l'équipe, c'est l'année de Bielsa, parce qu'il y avait un vrai jeu, une vraie identité de jeu. Bien sûr, complètement. Et dans le même sens, c'est pas grave si on finit pas champion. Mais l'important, c'est que à chaque match, on montre une équipe qui a la personnalité et qui dégage quelque chose. Parce que je suis désolé, Nasser Largué, il a beau faire avoir la plus grande volonté du monde, l'équipe qu'il a présentée face à Nantes samedi ou face à Bordeaux dimanche dernier, en exceptant le match de Nice, qui était un match un peu particulier, c'est des équipes sans âme. C'est des équipes sans âme. Mais la seule chose qu'a l'équipe, c'est qu'elle a réussi à être globalement solide sur les deux matchs. Parce que on va pas se mentir, le but qu'on prend face à Nantes, c'est 2 erreurs individuelles, c'est absolument pas une erreur collective ou autre. Non, mais par contre, on n'est pas fier de l'équipe. Aujourd'hui, on voit l'équipe, on s'embête. Ah oui, on rêve pas. C'était pareil pendant les années Bop, c'était pareil pendant les Villas-Boas, c'était globalement pareil pendant les années Garça, il y a quelques mieux, mais c'était globalement pareil. Ouais. C'était pareil pendant les années Mitchell. Je suis désolé, depuis que Deschamps a quitté. Je te sens énervé là. Oui, depuis que Deschamps est parti, on se fait chier, clairement. Chaque année, c'est une catastrophe. Ah ouais. Excepté l'année de Bielsa, on était fiers d'équipe. Ça fait 10 ans maintenant que c'est comme ça. Et même les années où on a fait deuxième, c'est-à-dire l'année de Bop et la Villas-Boas, on n'était pas fiers de l'équipe. Et donc, déjà, si on veut donner quelque chose aux Marseillais, c'est pas forcément des milliards d'euros qui viendront d'un fonds d'investissement qatari ou saoudien, mais dans le premier temps, c'est un projet de jeu qui s'appuie sur une philosophie qui soit globale. Ouais. Non, mais je suis bien d'accord avec toi. Alors j'espère que ça peut, j'espère, on n'est pas complètement désabusé, mais c'est juste que voilà, on a tellement l'habitude d'en passer par des moments compliqués avec Marseille que c'est jamais agréable, mais ouais, il faut espérer. Nous, de toute façon, comme tu l'as dit, et très justement, avec Bielsa, on finit, je crois, 5e en championnat cette année-là, mais à la trêve, on est 4e. À la trêve, on est champion d'automne. C'était un truc de malade avec les André Ayou, avec les Gignac, ça bombardait de tous les côtés, ça lâchait rien, il y avait des buts tout le temps, tu pouvais prendre 3 buts, 4 buts dans le match, tu savais que t'allais en marquer 5 derrière. C'était les mecs se dépouillaient sur le terrain. De la deuxième partie de saison de Bielsa où on a été moins bon parce que finalement on a fini 4e alors qu'on était premier du coup à la trêve. Je n'ai aucun souvenir d'une fronde contre Bielsa ou autre, ou contre l'équipe. C'est-à-dire qu'on était fiers de l'équipe. Et que tous les matchs, même si on les perdait, ou même si on les gagnait pas, je me rappelle de Lyon, je me rappelle de Paris, on était ensemble au stade, Olivier, ce soir-là. Ouais, on était ensemble. Même si on les perdait ou on les gagnait pas, on était fiers de notre équipe. Je suis désolé, on a acheté des places, on était chaud, on est allé se régaler à ces matchs-là. On n'avait qu'une seule envie, c'était de voir l'équipe donner tout sur le terrain. Voilà, c'est ça qui nous a, on voulait qu'ils se transcendent sur le terrain et qu'on soit touchés nous aussi par cette intensité, quoi, par cette envie, cette volonté. C'est ça. Exactement. Ah, mais donc voilà. Et donc c'est pour ça que finalement il y a des années de frustration pour les supporters. Et ce qui se passe avec Jean Carrera aujourd'hui, finalement, on peut conclure que c'est un truc qui sort pas de nulle part. Ça sort, on va même plus loin, ça sort pas que des années héros, je pense. Ça sort d'une fin de gestion de Marita Louis Dreyfus qui a été très très moyenne. Financièrement correcte et encore à la fin était un peu compliqué, mais quand même très moyenne. Notamment dans son abri, n'était pas très apprécié. Et Jacques-Henri Hérault a accentué ça. Ah mais est-ce qu'il est un peu plus, il est plus impopulaire encore que La Brune, oui, bien sûr. Et pourtant, dans son album, c'est déjà pas mal. Ah oui, c'était un gros stade, quand même. Et finalement, l'OM se cherche un président depuis déjà des années. L'OM se cherche un président depuis déjà des années. Et malheureusement, aujourd'hui, tout est à reconstruire dans ce club. C'est pas plus mal. Finalement, moi, je trouve pas que c'est négatif. Mais par contre, il faut qu'on puisse avoir les mains libres pour les reconstruire, c'est-à-dire repartir avec une direction complètement refaite. C'est ça. Alors écoute, voilà, on en a parlé tout à l'heure et on va en parler encore, mais c'est vrai que le spectre d'une vente du club est bien sûr omniprésent. Il y a eu beaucoup de rumeurs là en ce début d'année 2021. Alors en regardant les chiffres, c'était les Dodgers de Los Angeles, pour revenir sur la précédente grosse opération commerciale de Frank McCourt. Ils les avaient acquis pour 430 millions de dollars.
et les avait vendus pour la somme record de 2 milliards de dollars, soit un bénéfice net, enfin sans rentrer dans le détail de toutes les dépenses engagées bien sûr, mais 1 milliard 570 millions quand même de bénéfices pour Frank McCourt et son groupe suite à la vente des Dodgers de Los Angeles. Alors c'est sûr que pour 50 millions engagés dans l'achat de l'Olympique de Marseille, s'il en attend 2 milliards, et à mon avis il peut les attendre longtemps. Donc honnêtement, espérons qu'ils vendent, parce que c'est une rumeur qui a été quand même très présente ces derniers temps. Mais le plus tôt sera le mieux en définitive, comme tu l'as très bien dit, qu'on ait les coups des franches et que la nouvelle direction, que les nouveaux dirigeants puissent faire la paix avec les supporters, que les supporters puissent retrouver, une fois que sanitairement parlant, la crise sera passée. Et je le souhaite, parce que même si ça traîne, il faut que ça arrive, parce que sinon les supporters vont être de moins en moins tolérants avec tout ce qui va se passer avec le club. Et il faut vraiment qu'ils retrouvent le terrain. Il faut qu'ils retrouvent le terrain et les joueurs. Et puis il faut repartir de zéro aussi. Il faut repartir de zéro au niveau de la stratégie, au niveau des joueurs. Je suis désolé, mais il y a un constat qui est triste, c'est que Hérault, et là pour le coup on avait été très content de ce qu'il avait fait quand il était arrivé, il avait noué des partenariats avec tous les clubs de la région à l'époque. Oui. Pour que les meilleurs joueurs de la région, les meilleurs jeunes de la région ne partent pas dans d'autres clubs, mais à l'Olympique de Marseille. Voilà, qui puissent être intégrés dans les centres de formation et dans les centres de repérage de l'Olympique de Marseille ouais, mais tu me diras, c'est joli de faire ça, mais si c'est pour pas signer Liadji, enfin voilà, c'est un exemple. Oui, mais Liadji c'est un cas à part. Peut-être que j'étais assez d'accord avec la direction de l'OM à l'époque de pas le signer, parce que s'il y avait des exigences démesurées, parce que c'était le cas, finalement on avait raison. Mais par contre, ce qui est triste, c'est que du coup là maintenant ça fait 4 ans et on n'a pas vu un joueur du centre d'information de l'OM sortir depuis ce temps-là. Donc on a effectivement eu Camara, mais c'était ça vient pas de ce projet-là. Non. Et le nouveau qui vient de sortir, j'ai oublié un trou de mémoire, c'est Ndong, c'est ça? Ndeng, je crois, oui. Attends, je vais. Ndeng, pardon. Ouais. Dieng, excuse-moi, c'est Dieng, pardon. Dieng, ok. Il vient pas d'un club de la région. Non, très clairement pas. Il vient pas d'un club de la région non plus, Dieng. Il vient d'une école de foot au Sénégal. Ouais. Il vient d'une école de foot au Sénégal. Et donc, ce qui veut dire par là, et ce qui est assez triste, c'est que du coup, finalement, le travail qu'on a mis en place, qui a coûté de l'argent aussi au club, aujourd'hui, on n'en profite absolument pas. On n'en profite absolument pas. Alors que pour le coup, c'était un super projet, parce que si on s'amuse à faire une équipe type des joueurs en activité qui viennent de la région, elle a de la gueule, hein. Alors elle est pas phénoménale, mais elle a de la gueule. Ah non, c'est sûr. Moi je pense à des joueurs comme Nasri, c'est un joueur très récent quand même, hein, dans l'histoire de l'OM, des minots qui, enfin, je veux dire, Nasri, c'était génial. C'est le gars, il est ramasseur de balles quand il est gamin. Et après, voilà, pour le coup, lui, il a re-signé juste avant de partir à Arsenal. Il re-signe avec l'OM pour justement partir pour un gros chèque. Et pour que Arsenal paye le prix fort. Et c'est vrai que, ouais, c'est un geste qu'on aimerait voir de la part de certains. Mais on aimerait aussi, comme tu l'as dit, voir plus de produits locaux, quoi. Sortir du centre de formation, intégrer l'équipe première. Et ça, c'est un problème, tu l'as dit, ça fait des années que ça dure. On n'arrive pas, on est obligé d'essayer de s'appuyer, voilà, sur des talents extérieurs, mais qui se révèlent pas particulièrement être super efficaces. C'est clairement un échec au niveau de la politique menée par la direction, là encore. C'est un échec de pas réussir à faire vivre sa formation. Tout à fait d'accord. Et le vivier, un peu comme les Parisiens. Les Parisiens, ils ont réussi à le faire maintenant. Mais nous, c'est une catastrophe, le peu de joueurs qui sortent de notre centre de formation et qui viennent de la région. Ouais, non, et finalement, ça ferait partie des projets qui donneraient une vraie identité au club. C'est clair, parce que de toute façon, enfin, tu parles d'identité, voilà, l'Olympique de Marseille, il est tellement fort de son identité que la moitié de la ville est le cœur serré là quand il se passe ce genre de situation pourrie là, quand on n'avance pas, quand on est sportivement dans la merde. C'est bon pour personne, et en termes d'orgueil, ça serait génial. Enfin, tu vois, je pense qu'on a tous adoré quand Gignac est venu jouer à Marseille, parce que c'était un gars du coin. Gomis, même s'il a été hué à son départ, Gomis, pareil, c'est un mec. Je te dis une connerie, peut-être Gomis, c'est pas un mec, il est pas né dans la région, je crois. C'est pas impossible, je vérifie. Ouais, je me mets une petite note là-dessus, mais il me semble que Gomis.
Il est né pas loin. Là. Je tape Gomis Marseille pour voir un peu. Mais bref, dans l'idée. Ah oui, il est né à la Seine-sur-Mer. Il est né à la Seine-sur-Mer. Donc voilà, c'est quelque part, c'est des mecs qui ont quand même, voilà, ils ont grandi avec l'OM dans la tête, quoi. Et même Alexandrini, hein. Aussi. Quelle tristesse, Alexandrini. Quelle tristesse. Alors, Alexandrini, ça a moins collé que ce qu'on espérait à l'OM. Mais par contre, Alexandrini, c'est typiquement le joueur aujourd'hui. Je sais pas comment il est passé à côté des radars. On a deux exemples, hein. Jérémy Boga qui flamme en ce moment à Sassuolo. Qui est un ailier de... Comment tu dis qu'il s'appelle? Jérémy Boga. Qui est un ailier de Sassuolo. Et ben lui, par exemple, il a été formé, il a été dans beaucoup de clubs de jeunes de la ville. Ah, mais il a jamais réussi à intégrer le centre de formation, ou en tout cas à en sortir pour intégrer l'OM. C'est quand même assez triste. Exactement. Ouais, non, mais surtout quand leur talent est reconnu ailleurs. C'est-à-dire, les mecs, ils font rien. À la limite, je veux bien. Mais tu vas jouer en Serie A, aujourd'hui, il est avec Maxime Lopez, super. Mais il joue en Serie A, quoi. Le gars, il pourrait, demain, tu lui dis de venir jouer à l'OM. En tout cas, tu fais une proposition. Je suis sûr que, voilà, les gars, ils ont pas à se forcer. Ils ont rêvé toute leur vie de porter ce maillot. Donc, c'est un peu frustrant. Bah écoute Hugo, merci beaucoup d'avoir participé à cet épisode un petit peu spécial sur une petite rétrospective sur la crise qui a frappé récemment et qui torture toujours l'Olympique de Marseille. Merci pour ton analyse, pour tes réflexions fort à propos et voilà, surtout même si on bouffe un peu la soupe à la grimace en ce moment, on est sûr que l'OM va se relever, on l'espère du fond du cœur, parce que voilà, c'est obligatoire. C'est obligatoire pour l'OM de faire partie du top, et c'est juste que ça nous fait de la peine, quoi, au quotidien. Merci à toi, et c'était toujours un plaisir d'intervenir dans le Renard des Surfaces. Eh ben écoute, super Hugo, merci encore. Très bonne soirée à toi, et puis à très bientôt tous qui suivez l'émission. Je vous invite notamment, n'hésitez pas, si vous téléchargez ou si vous écoutez le podcast sur Apple Podcast, Spotify, Deezer ou toutes les plateformes sur lesquelles celui-ci est diffusé. Si vous le pouvez, n'hésitez pas à mettre une petite note, un petit commentaire, ou simplement à aimer l'épisode qui vous a plu. Voilà, ça fera de toute façon du bien, ça aidera au référencement. Très bonne soirée à tous, à plus Hugo, et allez l'OM. Allez l'OM.